Bonjour à toutes et à tous. Il s'agit là de la seconde vidéo du cours de traductologie. Euh, alors il y a eu une première dans laquelle j'avais expliqué ce qu'était la traductologie. J'avais dit que la traductologie était une discipline scientifique et universitaire qui étudiait la traduction. J'avais expliqué pourquoi elle était scientifique et pourquoi elle était universitaire. On avait dit qu'elle était scientifique parce qu'elle répondait aux normes fondamentales de la recherche scientifique et les normes textuelles. Je vais expliquer les normes fondamentales de la recherche scientifique, notamment l'objectivité, la prudence, la systématicité, la logique, le fait qu'elle soit collective, communicative, innovante, etc. J'avais également dit que la traductologie donc, était une discipline universitaire. Ça veut dire qu'elle se faisait dans les universités, elle dénotait une certaine authenticité dans les résultats par rapport aux travaux qui se faisaient dans des laboratoires privés. Donc je continue sur les caractéristiques de la traductologie. Plutôt de la science, en disant que la science est sceptique. Je pense que je l'ai dit dans l'autre vidéo, dans la première vidéo, que la science était sceptique, rigoureuse, descriptive, explicative, si possible prédictive, jamais prescriptive, et elle est collective. Donc la science est sceptique, ça veut dire qu'elle n'accepte pas tout. Et si elle accepte, elle fait, c'est-à-dire que la science se donne les moyens de vérifier ce qui est dit. Elle est rigoureuse dans le sens où les choses ne se font pas de manière aléatoire. Elle est descriptive dans le sens où, pour constater un phénomène, il faut qu'il y ait description, généralisation. Elle est explicative dans le sens où la science explique, si possible prédictive, ça veut dire qu'elle ne l'est pas tout le temps, mais elle peut prédire un phénomène, des événements. Prenez l'exemple de la météorologie par exemple. Elle n'est jamais prescriptive, ça veut dire qu'elle n'affirme pas les choses, et elle est collective. Alors quand je dis elle n'est jamais prescriptive, ça c'est très important parce que lors de différentes réunions avec mes étudiants de thèse de doctorat, mes étudiants ont tendance à dire il faut. Je leur rappelle à chaque fois et je dis non, ce n'est pas ce qu'il faut dire. Dans la science, on ne dit pas il faut. Prenez l'exemple de l'évolution du coronavirus. Au départ, il y avait un confinement de 14 jours. Aujourd'hui, en France et en Algérie aussi, on passe à un confinement de 8 jours. Au départ, on avait expliqué un certain nombre de choses, et puis maintenant, on explique des choses quelque peu différentes. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les choses, le coronavirus a évolué, et à aucun moment, les scientifiques n'ont affirmé les choses au moment où ils ont dit 14 jours pour le confinement, ou quand ils ont dit que ça pouvait contaminer l'air, plutôt ça pouvait se transporter dans l'air à un moment. Donc, tout ça fait que plutôt nous prouve que un comportement d'un scientifique doit être prudent et jamais prescriptif. C'est-à-dire qu'on ne prescrit pas les choses. Alors, l'objectif du cours de traductologie est d'expliquer à l'étudiant ce que l'on attend de lui. Ce que l'on attend de lui en matière de traduction. C'est-à-dire que l'étudiant, quand il arrive en cours, quand l'étudiant arrive en cours, l'apprenant arrive en cours, notre but, c'est de le mettre en contact avec la traduction, mais de le mettre également en contact avec la traductologie. La traductologie explique les choix du traducteur. Elle peut se faire en amont, elle peut se faire pendant, et elle peut se faire en aval. Alors, on peut parler également des difficultés que rencontrera l'étudiant lors du processus de la traduction, pour dire voilà ce que l'on peut avoir comme problème, voici les solutions que l'on peut proposer. On peut expliquer les raisons des difficultés. Est-ce lié à une mauvaise compréhension du texte original? Est-ce lié à une connaissance approximative de la langue de départ? Est-ce lié à une langue approximative ou peu maîtrisée de la langue d'arrivée? Éventuellement, les raisons et les conseils que l'on donnera à l'étudiant. Bien évidemment, des outils conceptuels pour analyser. Donc, ça, je voulais le dire également. Donc, comment ça marche? En fait, quelle que soit la recherche, il faut qu'il y ait un objectif. Et ça, ce cours-là est intéressant dans le sens où vous pouvez également l'exploiter dans la recherche scientifique, c'est-à-dire quand vous allez faire votre mémoire de master. Donc, on se pose la question de l'objectif. Est-ce que l'objectif est pertinent ou pas? Alors, tous les objectifs ne sont pas pertinents. Par exemple, vous avez des étudiants ou des chercheurs qui, aujourd'hui, font des travaux qui n'apportent rien à la communauté scientifique en matière de traductologie. Mais au contraire, moi je pense qu'il faut aller dans le sens de cette collectivité dont on a parlé, c'est-à-dire voir ce qui s'est fait en amont et être dans la continuité pour pouvoir faire évoluer le schmilblick, faire évoluer les choses. Donc la première chose à voir est de définir si l'objectif
correct, s'il est pertinent ou pas. Ensuite, arrive le titre. Est-ce que le titre reflète les travaux que vous êtes en train de mener ou pas? Très souvent, le titre n'a rien à voir avec le travail. Et donc, systématiquement, le titre, on le laisse toujours en dernier. D'ailleurs, c'est la question que se posent beaucoup d'étudiants. Alors, il y a un premier titre, bien sûr, dans l'avant-projet, mais ce titre est amené à changer. Certains étudiants nous posent la question, est-ce qu'il est possible que l'on change le titre? Il est obligatoire de le changer. Il n'est pas que possible, il est obligatoire. Ce serait d'ailleurs grave de commencer un travail et de garder le même titre. Ça veut dire que vous n'avez pas évolué. Donc, en fonction du titre que vous avez, en fonction de la recherche que vous faites, cela va évoluer. Et à partir de là, vous allez nécessairement chercher un titre qui va résumer votre travail. La méthode, est-ce qu'elle répond aux normes de la recherche ou pas? Justement, est-ce qu'elle répond aux normes de la recherche scientifique comme on l'a vu? Et est-ce qu'elle permet de répondre à la question? C'est-à-dire que là-dessus, il n'y a pas plus intéressant que la lecture critique. Là, il y a eu une réunion aussi qui s'est faite et qui était très intéressante avec des étudiants de doctorat, dans le sens où nous avons fait appel aux étudiants et on leur a demandé d'expliquer leur projet. À partir du moment où l'étudiant explique son projet, automatiquement, il va donner la méthode, il va donner le titre, il va donner son raisonnement, le fonctionnement de sa recherche. Et à partir de là, les autres doctorants sont là à écouter. Et donc, ils vont émettre des critiques. Pourquoi? Parce que, en fait, quand vous vous critiquez vous-même, en général, vous êtes très subjectif. Donc, pour vous, c'est très clair, mais pour les autres, un peu moins. Donc, le fait de se critiquer les uns les autres est très important. Ensuite arrive le point de l'équilibre entre la théorie et la pratique. Et là, ça pose le plus gros problème. Je vais vous dire pourquoi. Simplement parce que, en général, beaucoup disent que l'équilibre devrait être en matière de nombre de pages. C'est faux, c'est totalement faux. Ne tombez pas dans ça. L'équilibre de la théorie et de la pratique dans un travail de recherche dépend de la problématique et dépend de votre méthode. C'est votre méthode qui vous dicte et votre problématique qui vous dicte, si vous voulez, le nombre de pages que vous pouvez avoir en théorie et le nombre de pages que vous pouvez avoir en pratique. D'ailleurs, je recommande à ce qu'il n'y ait pas une partie théorique clairement établie d'un côté et une partie pratique. En général, certains disent aux étudiants, il faut 30 pages par-ci et 30 pages par-là. Je vous le redis, c'est faux. Pourquoi? Simplement parce que tout dépend de votre type de recherche. Admettons que vous ayez une recherche qui demande peu de théorie et beaucoup de pratique, ou vice-versa. Donc, ce n'est pas à vous de créer un équilibre. L'équilibre n'est pas le nombre de pages, mais l'équilibre, c'est le fait d'utiliser les concepts théoriques qu'il faut en fonction de la recherche. Donc, ça peut prendre 2 pages, ça peut prendre 4 pages, ça peut prendre 60 pages. On ne sait pas. Il y a bien des études où il n'y a que de la théorie, il n'y a absolument pas de pratique. Comment vous expliquez cela à partir de là? Donc pourquoi 30 et 30? Ça, ce n'est vraiment pas possible. Donc ne tombez pas dans le panneau. Arrive ensuite la conclusion. Alors, au niveau de la conclusion, il y a encore un problème. En général, les étudiants, dans la conclusion, ont tendance à faire une synthèse rétrospective. Non, la conclusion n'est pas une synthèse rétrospective. En fait, quand on dit, on ne parle pas de conclusion, mais on parle de conclusion au pluriel. C'est les résultats et les conclusions de votre travail. Donc, moi je dis en arabe, النتائج هو الاستنتاجات ثم الخاتمة. يعني أنا مثلا لما نطلب من الطلبة تاعي نقول لهم يديروا عدة فصول، مثلا الفصل الأول، الفصل الثاني، الفصل الثالث، إتسيتيرا. ثم كاين فصل فيه التحليل، النتائج والاستنتاجات. C'est-à-dire qu'il y a des conclusions. C'est-à-dire que ce que vous concluez vraiment. Maintenant, في الخاتمة تاعك إلا حبيت دير une synthèse rétrospective, là dessus il n'y a pas de problème. Mais attention, ne mélangez pas entre conclusion et synthèse rétrospective. Ensuite arrive la langue. Le concept de la langue est très simple. Dans une recherche scientifique, la langue doit être très claire et très concise. Pourquoi? Parce qu'on dit que le chercheur n'a pas de temps à perdre. Si vous rentrez dans le cadre d'une langue, par exemple, un petit peu compliquée, dans le sens où votre lecteur ne vous comprend pas, il y aura un problème de compréhension, mais aussi celui ou celle qui va vous lire va en avoir marre au bout d'un moment. Donc essayez de faire le plus simple possible. Vous n'êtes pas là pour faire de la littérature, vous êtes là pour faire de la recherche scientifique. Donc la langue de la science est claire et concise. La bibliographie, bien évidemment, elle doit être variée et pertinente. Ne citez pas des sources qui n'ont pas été utilisées. Bien au contraire, citez uniquement les sources que vous avez utilisées et, pourquoi pas, qui vous ont inspiré à faire ce travail-là. Donc ça,
ce sont un petit peu le fonctionnement de la traductologie en matière de recherche. Et donc on se rend compte exactement de la même chose dans la médecine, dans d'autres disciplines scientifiques. Donc Daniel Gilles, qui était à l'époque président de la Société européenne de traductologie, qui est d'ailleurs qui a fait des mathématiques et qui est l'auteur aussi du modèle d'effort, de l'IDRC, interprétation, décision, ressources et contraintes, et d'un certain nombre de modèles, distingue trois types de recherche en traductologie. Alors il distingue les recherches ASH, les recherches ASC et PRG. Alors je vais vous dire ce que ça veut dire. ASH, c'est approche des sciences humaines. ASC, c'est approche scientifique canonique. Et PRG, c'est pratique, réflexion, généralisation. Donc, en général, les pratiques, la recherche qui se fait en PRG, c'est-à-dire en pratique, réflexion, généralisation, ce sont des gens, des traducteurs, qui font fonction de traducteurs, mais qui n'ont pas subi une formation à l'université. Donc ce sont des gens qui ont pratiqué sur le terrain, qui ont réfléchi sur un phénomène et qui ont généralisé le résultat. Si vous voulez, ils ont quelque peu théorisé. Donc ces gens-là, on en a besoin aujourd'hui quelque peu, mais il viendra le moment où quand la traductologie sera vraiment indépendante, à tout point de vue, à ce moment-là, je pense que nous n'aurons plus besoin. Mais pour le moment, ils peuvent nous apporter des choses. Ensuite arrive la recherche ASH. Dès que nous sommes dans l'ASH et l'ASC, nous sommes dans l'universitaire. ASH, ça veut dire approche des sciences humaines. ASC, c'est approche scientifique canonique. Donc, on distingue en traductologie les recherches ASH et les recherches ASC. L'ASC, il y a une subjectivité qui est extrêmement réduite. Chaque étape de la recherche est stable. Ce sont des approches en général empiriques qui se basent sur des données, sur le terrain. C'est-à-dire, il y a de l'expérience, il y a de l'expérimentation. En revanche, l'ASH, non. Ce sont des recherches, comme l'appellation l'indique, approche des sciences humaines. Il y a moins de contraintes, plus de rapidité dans les travaux, il y a de la créativité sans contrainte de démonstration factuelle, c'est-à-dire sans le fait de vouloir démontrer à tout prix de manière factuelle obligatoire, et possibilité de traiter des phénomènes difficilement identifiables. Par exemple, quand on a parlé de la théorie du sens. Dans la théorie du sens, Danica Seleskovic parle du principe de la déverbalisation. Dans le triptyque, elle parle du principe de la déverbalisation. C'est-à-dire, elle dit que le traducteur, pour traduire, ou l'interprète, il passe par la compréhension, la déverbalisation et la réexpression. C'est-à-dire, il comprend, il déverbalise, il réexprime. Compréhension, c'est clair, c'est le fait. Déverbalisation, c'est des privatif, verbe, le mot, donc enlever le mot. Ensuite, ou enlever la langue, ensuite réexprimer, rhabiller la pensée. C'est-à-dire que selon Danica Seleskovic, l'interprète ou le traducteur a une information, il la déshabille de son habit linguistique, ensuite il laisse la pensée nue, dépourvue, ensuite il la rhabille. Mais alors ça, c'est pas possible à prouver de manière factuelle, c'est pas clair, il n'y a pas de données. Enfin, je veux dire, on peut pas voir une pensée, on peut pas passer un scanner à un traducteur ou un interprète et voir la pensée qui est dépourvue de tout ornement. Ce n'est pas possible, ça fonctionne dans le cerveau. Donc à partir de là, ce genre d'études ne peuvent pas se faire dans le cadre de recherche ASC, mais elles se font dans le cadre de la recherche ASH. Donc, il y a d'ailleurs des auteurs ASC, il y a des auteurs ASH. Il y a beaucoup d'auteurs qui font du travail sur l'ASC. À titre d'exemple, Alexander Kunzli fait des travaux sur l'ASC, Krings, Lurcher, Sylvie Lambert, etc. Ce sont des personnes qui font des expériences. Ils travaillent sur le fait, sur l'empirisme. D'autres, par exemple, comme Eugène Naïda, Georges Moulin, Seleskovic, Jean-René Ladmiral, Vermeer, Rice, Toury, Pym, etc. Ce sont des personnes, ce sont des chercheurs qui travaillent, qui sont dans une optique ASH, c'est-à-dire qu'ils sont dans des approches plus théoriques qu'empiriques, qui se focalisent sur la conceptualisation plus que sur l'analyse. Donc, chacune a ses avantages, chacune a ses inconvénients. En revanche, le fait de se positionner en début de recherche est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous vous positionnez en début de recherche, par exemple en matière d'ASH, vous allez vous rendre compte que la bibliographie que vous allez utiliser dans vos travaux est très importante.
En matière d'ASC, la bibliographie est beaucoup plus réduite. Pourquoi? Parce qu'on se base surtout sur la... Il y a de la bibliographie, bien évidemment, il y a des références bibliographiques, mais on se base surtout sur l'expérience. Donc, si par exemple vous êtes devant un jury et que vous essuyez une critique qui vous dit non, vous n'avez pas assez de références bibliographiques, là vous pouvez tout simplement expliquer et dire mais bien sûr, cela s'explique par le fait que nous avons, vous dites que vous êtes dans une démarche ASC, donc une démarche plutôt empirique, et donc vos travaux se basent plutôt sur l'expérience que sur les données bibliographiques. Voilà. Donc, chacune a ses avantages et ses inconvénients. On les distingue pour les motifs suivants. Alors, la traductologie est une discipline nouvelle, et puis les démarches y sont présentes, c'est-à-dire qu'on les voit. Maintenant, les produits liés à la recherche scientifique, et notamment à la traductologie. La recherche vise à produire des connaissances scientifiques, mais ces connaissances peuvent prendre des formes diverses. C'est-à-dire que quand on dit de la recherche scientifique, il n'y a pas que de la littérature, il y a aussi des produits. Quand vous dites, par exemple, un tel a créé telle machine, c'est de la recherche scientifique. Ce n'est pas un article, mais c'est un objet. Donc, on a les publications. Premièrement, les publications. Les publications, les chercheurs scientifiques publient leurs travaux dans diverses catégories de publications. Par exemple, des ouvrages, Meta, par exemple. Meta qui est très intéressante, je ne sais pas si vous connaissez, mais vous pouvez aller voir un petit peu les travaux qui se font sur Meta. Donc c'est erudit.org, c'est www.erudit.org, erudit, ERUDIT.org. Donc c'est une revue scientifique canadienne. Ils font des choses très intéressantes. Et les 2 dernières années, les plus récentes, sont payantes, mais au-delà, c'est gratuit et donc c'est en libre accès. Vous pouvez regarder un petit peu ce qui s'y passe. Ça s'appelle Meta, le journal du traducteur. Donc il y a les brevets, ils ont commencé à se généraliser depuis les années 80. Naturellement, il reste un produit privé plutôt que de la recherche publique. Donc le fait que d'aller breveter, par exemple, une découverte. Il y a les machines et les instruments, par exemple la recherche technico-instrumentale, qui est un type aussi de la recherche particulière. Dans l'évaluation de la recherche, on parle d'évaluation de la recherche selon divers secteurs. Premièrement, évaluation des chercheurs, c'est-à-dire on évalue les chercheurs, comme par exemple nous en matière avec les étudiants de doctorat, on évalue nos chercheurs. Il y a l'évaluation par les pairs. L'évaluation par les pairs, P-A-I-R-S, ça veut dire être évalué par quelqu'un qui fait la même chose que vous. Par exemple, quand je fais un article, personnellement, je donne à un collègue avec qui je travaille à lire mon article. Pourquoi? Simplement parce que ce qui est clair pour moi peut ne pas l'être pour les autres. Et donc, il attirera mon attention sur d'éventuels problèmes. Il y a une évaluation institutionnelle, c'est-à-dire que c'est l'institution à laquelle vous appartenez qui vous évalue, et il y a l'évaluation des projets, c'est-à-dire que c'est une évaluation qui se fait sur les projets que vous entamez. Bien évidemment, il faut rappeler quelque chose, enfin il faut signaler quelque chose. Il y a ce qu'on appelle la recherche fautive. La recherche fautive, les erreurs ou alors la fraude. Donc la recherche scientifique ne consiste pas en l'application d'une méthode infaillible. Il y a toujours des petits problèmes. Elle se nourrit des phénomènes de errement et des erreurs de chercheurs. D'ailleurs, les grandes découvertes sont rarement le fruit d'un programme préétabli. Elles apparaissent souvent de manière inattendue. On appelle cette particularité la sérendipité. S-E accent aigu, R-E-N-D-I-P-I-T-E accent aigu. La sérendipité, c'est quoi? La sérendipité est le fait de réaliser une découverte scientifique ou une invention technique de façon inattendue. C'est-à-dire que vous avez fait une recherche pour quelque chose et vous finissez par trouver autre chose. Et en général, les plus grandes découvertes se sont faites ainsi. Par exemple, elles se font, c'est-à-dire qu'à la suite d'un concours de circonstances fortuits, et très souvent dans le cadre de recherches concernant un autre sujet. Quelques exemples, l'Amérique. On ne cherchait pas l'Amérique, mais on a découvert l'Amérique. La pénicilline, le Viagra. Le Viagra, à l'origine, Pfizer cherchait un traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire. Et finalement, ils ont trouvé un autre usage du Viagra. Donc il s'agit de la sérendipité. Donc là-dessus, c'est pour les phénomènes d'errement. Mais il y a la fraude. Le phénomène de la sérendipité est parfaitement scientifique et ne pose aucun problème. En revanche, la fraude, si. Donc la fraude peut consister en ce qui suit. Soit invention pure et simple de résultats scientifiques,
C'est-à-dire que vous faites une recherche et vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas arrivé, donc vous allez vous-même inventer les choses, ou alors vous rectifiez des résultats expérimentaux. C'est-à-dire que vous allez jouer un petit peu sur les résultats, de sorte à ce que vous arriviez à répondre à votre problématique. Donc d'autres comportements, sans prendre vraiment le caractère de fraude, s'en rapprochent. Par exemple, le résultat, la présentation d'un résultat scientifique pour ce qu'il n'est pas. Quand vous dites par exemple que telle théorie ou tel fonctionnement peut marcher sur telle chose et finalement ça ne marche pas. En médecine, on appelle ça par exemple le placebo. Ce sont des médicaments qui finalement ne servent à rien, mais qu'on vous donne et on vous fait croire que ça fonctionne et finalement ça peut fonctionner psychiquement parce que certaines personnes ne sont pas vraiment malades et donc à partir du moment où vous leur administrez un médicament, ils se sentent bien mieux. Présentation d'un même résultat dans plusieurs publications. Bien évidemment, et là ça s'appelle l'autoplagiat. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez présenté un travail, vous ne devez plus le présenter ailleurs. Surtout s'il a été publié, c'est terminé, vous ne le présentez plus ailleurs. Donc la principale cause de la fraude est le fait de la carrière des chercheurs, qui dépend des résultats. Recrutement, promotion, etc. C'est-à-dire que vous savez que pour matière de recrutement dans les universités ou dans les universités ou dans les entreprises publiques, en général, c'est un recrutement sur titre. Donc, il y a le recrutement sur titre, ça veut dire avoir le diplôme. Et à partir du diplôme, on a un certain nombre de travaux scientifiques, articles, participation à des colloques, communication, congrès, etc. Donc plus vous en avez, plus vous avez de points, particulièrement pour la fonction publique, plus vous avez des points, et plus vous avez de points, plus vous avez 2 points, plus vous avez la chance d'être recruté. Et donc en général, pour le recrutement, en général, certaines personnes fraudent quelque peu. Il y a également la promotion. La promotion, pourquoi? Parce que par exemple en matière universitaire, pour passer d'un grade à un autre, il faut un certain nombre de travaux scientifiques. Et donc certaines personnes utilisent ceci pour justement avoir des promotions, pour être mieux payées, pour avoir plus de pouvoir, etc. etc. Donc, aussi, je voulais vous dire qu'il y a 2 types de traduction en ce qui vous concerne. Il y a la traduction scolaire, ou la traduction qui se fait à l'université, et la traduction professionnelle. La traduction scolaire est différente de la traduction professionnelle. Et là-dessus, on ne prépare pas assez nos étudiants. Parce que nos étudiants, quand ils vont dans le monde du travail, en général, ils se rendent compte que le monde du travail est très différent, extrêmement différent de la réalité. La réalité est extrêmement différente de la formation universitaire. Cela est un petit peu normal, mais l'université est censée quelque peu les préparer à travers des stages, à travers des recommandations, à travers des conseils. Et c'est la raison pour laquelle généralement, nous recommandons l'intervention de professionnels dans la formation universitaire. Donc la traduction scolaire a pour objectif l'apprentissage des langues, l'acquisition du vocabulaire, de la grammaire, de l'orthographe, contrôle de connaissances. Elle tourne autour de l'apprenant uniquement et la personne concernée avec l'apprenant, c'est l'enseignant, pas plus. Ça se passe entre 2 sujets, 2 individus. En revanche, la traduction professionnelle, elle a pour objectif non pas l'apprentissage, mais la communication. Elle tourne autour d'un client, elle ne tourne pas autour d'un enseignant. Le client ne vous évalue pas. D'un auteur, d'un récepteur, pas de fonction didactique, c'est-à-dire qu'elle n'essaie pas de vous apprendre, de vous enseigner, ni de vous évaluer. Pas d'intervention d'un enseignant, le traducteur n'est pas au centre des événements. Sa compétence linguistique est supposée être acquise, elle n'est pas évaluée, elle serait c'est-à-dire que la traduction la professionnelle, elle se fait en tant que service, c'est-à-dire que ça devient un service. C'est un travail pour lequel vous êtes rémunéré. Là-dessus, donc, je pense avoir fait le tour en matière de fonctionnement de traductologie pour le moment. Et puis, je vais également vous parler, justement, j'ai pris l'exemple de la théorie du sens tout à l'heure et qui s'inscrit dans le type de recherche ASH, donc approche des sciences humaines. Je voudrais vous parler justement de cette théorie du sens qui a été développée par Danica Seleskovitch et Marianne Lederer. Donc, développée par Danica Seleskovitch et Marianne Lederer à l'ESIT. Donc l'ESIT, c'est l'école supérieure d'interprètes et de traducteurs à la Sorbonne, Paris 3. Donc cette théorie repose sur un travail essentiel. On dit que la traduction n'est pas un travail sur les mots, mais sur le sens. Florence Herbulot hésite. Elle repose sur un triptyque. Triptyque, 3 phases. Compréhension, déverbalisation, réexpression.
Il s'agit de déverbaliser après avoir compris, puis reformuler. Ces phases nécessitent un savoir-faire, la connaissance de la langue du texte, la compréhension du sujet, la maîtrise de la langue de rédaction, une méthode et des réflexes bien éduqués. De nos jours, tous les traducteurs s'accordent à dire que la traduction est un travail sur le sens, mais beaucoup d'entre eux ne distinguent pas entre sens et signification. En linguistique, sens et signification sont des synonymes. Par ailleurs, la communauté des traducteurs devra retenir que le sens renvoie également à une finalité, comme donner un sens à sa vie. Lourdement critiqué par la communauté scientifique, Stelešković n'a jamais réussi à prouver la déverbalisation scientifique. Aujourd'hui, on parle d'un idéal, le traducteur aspire à déverbaliser, mais il ne déverbalise pas réellement. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas voir à quel moment le traducteur a laissé une pensée nue et dépourvue de tout ornement. Parlant de Danica Stelešković, elle est née à Paris le 6 décembre 1921 d'une mère issue d'une famille de la bourgeoisie du Nord et d'un père serbe. Philosophe et intellectuelle, orpheline de mère à l'âge de 4 ans, elle est élevée avec son frère Zoran par sa grand-mère. Elle finit par rejoindre son père en Allemagne. Dès son jeune âge, elle maîtrise plusieurs langues. Le français chez Stelešković, on le parle depuis toujours. L'allemand, le serbo-croate et l'anglais qu'elle va parfaire lors d'un séjour de quelques années aux États-Unis d'Amérique. Elle entreprend 2 licences à la Sorbonne, à Paris, l'une en langue allemande, l'autre en langue anglaise, et intègre HEC pour la formation des interprètes de conférences. Au début de sa carrière, elle s'intéresse beaucoup à la manière dont un interprète fait son travail. Elle finit par coucher son travail sur papier pour l'obtention d'une thèse de doctorat. En 1975, avec Marianne Lederer, elle élabore la théorie interprétative de la traduction, la TIT. Il faut savoir aussi que Danica Stelešković a encadré Madame Yamina Hallel, qui était notre enseignante et qui a quitté l'Institut, il me semble, en 1999 ou en 2000. Madame Yamina Hallel était enseignante de traductologie à l'Institut ou au département de traduction à l'époque à la fac centrale. Et Madame Yamina Hallel était l'une des premières Algériennes à avoir soutenu une thèse de doctorat de 3e cycle sous la direction de de Danica Stelešković. Donc la thèse de doctorat s'intitulait les degrés et les variations de la créativité en traduction. Voilà pour cette vidéo, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Excellent week-end, au revoir.